Ouais. Ah, c'est ça. Mon projet, c'est un doctorat en classification de Guillaume et de Yves. Et mon projet de doctorat, ça porte ça, sur les populations marginales de l'érable à sucre. Entre autres, ça va surtout être une approche, on va essayer d'intégrer plusieurs proxys pour avoir le portrait le plus complet possible de ces populations-là et de comment ils ont évolué au courant de l'Holocène. Donc là, on va commencer d'abord en disant que, bon, ça va être probablement, mais il y a deux grands écotones au Québec. Donc, c'est au nord, on a l'interface entre la forêt boréale et la forêt arctique. Pas assez d'érable là-dedans pour moi. Donc, nous autres, on travaille plus au sud, à l'interface entre la forêt tempérée nordique et la forêt boréale. Et donc, l'érable à sucre se limite ici, juste en dessous, dans la sapinière à boulgon. Et on est parti, le projet est parti avec une prémisse. Donc, l'érable à sucre, c'est une espèce thermophile. Donc, on devrait s'attendre que pendant la période plus chaude de l'Holocène, il aurait profité de ces conditions plus favorables et aurait augmenté son abondance à sa limite actuelle. Et ensuite, pendant le refroidissement néoglaciaire, donc la période qui commence à peu près à 4000 ans, il y a 4000 ans plutôt, l'abondance des érables aurait diminué. Et là, on a fait des premiers essais avec des premiers tests sur des données de pollen. Donc ici, on est dans la sapinière à boulot jaune et on s'est rendu compte que finalement, c'est complètement le contraire. Donc, les érablières, le signal de pollen des érablières nous a démontré qu'au courant de l'optimum thermique, la présence, l'abondance était vraiment très faible et elle a juste augmenté au début de la période non glaciaire. Donc, une période plus froide et qui avait aussi une plus grande fréquence de feu. Donc, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on s'entend avec l'érable à sucre, qui est une espèce thermophile et qui est censé pas bien résister au feu. Donc là, on est parti de ça et on s'est dit, bon, l'objectif principal de cette étude-ci, ça va être de compléter un peu ces données-là, étudier la dynamique écologique des érablières à sucre marginal. Et la première manière qu'on voulait faire ça, c'est d'abord avec des charbons de sucre. Donc, on sort des lacs, on n'est plus dans les sédiments de lac du tout, on est directement dans les populations d'érables et on va aller échantillonner les sols pour en sortir des fragments de charbon. Donc, on a fait 425 échantillons provenant de 17 sites, de 17 placettes sur 6 sites, pour aller chercher vraiment la largeur de la sapinière à boulot jaune. On a sorti à peu près 2500 fragments de charbon qui étaient identifiables. Et ensuite, de ces 2500-là, 96 ont été datés. Et donc, voici la carte, ici, l'étendue des sites. Donc, on part vraiment de l'ouest de la province, puis on va jusqu'à l'autre bout de la sapinière à boulot jaune de l'ouest. Et à droite, on voit les résultats. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? Nous autres, ça va être en haut ici. On a sur les axes X, on a nos années. Ici, on est quasiment au début de l'Holocène et là, on s'en vient vers le présent. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est, donc, on se rappelle le début de la période froide néoglaciaire, c'est autour de 4000 ans. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est une présence d'érable assez surprenante directement à la déglaciation quasiment de la région. Donc, ça, c'est un érable rouge. C'est pas tout à fait un érable à sucre. Ensuite, on a eu donc l'érable rouge, vous ne savez pas, c'est une érable qui est un peu plus tolérante au froid. Donc, normalement, elle, sa limite, elle va être un peu plus au nord. Donc, le fait qu'on la trouve d'abord, c'est un peu, c'est pas tant surprenant. Donc, elle va résister un peu plus au froid. Donc, c'est elle qu'on voit d'abord. Et ensuite, c'est juste dans le coin de 5000, il y a 5500 ans qu'on voit l'érable à sucre qui est représenté ici en genre de jaune-orange. Et son abondance va rester à peu près similaire jusque dans le coin de 4000 ans, où là, on va avoir une augmentation, oui, de l'érable à sucre, mais aussi de l'érable rouge. Donc, les deux espèces vont profiter des conditions du néoglaciaire plus que l'optimum thermique pour augmenter leur abondance. Et on a aussi trouvé quelque chose d'intéressant, c'est que les pins blancs étaient toujours une espèce qui était assez compagne. On l'a trouvé partout où on trouvait les érables. Et elles, son abondance est restée assez similaire. Donc, elle a apparu à peu près, s'installée à peu près en même temps que les érables et elle est restée assez constante au courant de l'Holocène.
Et ça, c'était notre vue régionale. Et là, on s'est dit, bon, euh, c'est bien de savoir tout ça, mais là, qu'est-ce qui fait en sorte que les populations marginales, dans la manière qu'ils sont organisées, c'est qu'ils se trouvent sur un sommet de colline, entouré d'une matrice un peu coniférienne, un peu résineuse aux alentours, et les sommets adjacents. Les autres sont plus couverts de peuplements plus mixtes. Donc, les peuplements d'érables, les autres sont en feuillus. Les peuplements aux alentours, sur les sommets de collines aux alentours, sont un peu plus mixtes. Donc là, tantôt, j'ai dit, nos échantillons provenaient de 17 placettes sur 6 sites. Ben, c'est parce que on avait, sur chaque site, on a 3 placettes. Donc, une qui se situe sur la colline d'érable, une qui se situe dans les vallées en bas de la colline et une autre qui se situe sur un sommet adjacent. Donc, il n'y a pas d'érable du tout. Et là, on prend l'exemple du site T09, donc qui se situe en plein milieu de notre étendue. Et on a décidé d'aller dater encore plus de charbon là-dedans pour essayer de voir qu'est-ce qui a fait en sorte, est-ce qu'il y a des différences au niveau des régimes de feu passés qui ont fait en sorte que l'érable se trouve sur cette colline-là, mais pas sur celle-là. Donc, les données étaient quand même assez surprenantes. Donc, ici en haut, on a notre sommet adjacent, pas d'érable, notre sommet à érablière et notre vallée. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'abord, c'est qu'on a une présence d'érable et d'érable en général et d'érable à sucre en particulier sur le sommet adjacent, et ça jusqu'à très récemment. Donc, ça, c'est dans le dernier millénaire qu'on avait encore de l'érable à sucre sur ce sommet-là. Par contre, et si on compare ça avec notre sommet d'érablière, là, en noir, c'est des espèces qu'on a dû dater de plus qui ne sont pas nécessairement pertinentes pour les analyses écologiques, mais on avait besoin pour compléter nos reconstructions de feu. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le sommet d'érablière? C'est qu'on a également des charbons d'érable à sucre, mais qui datent d'un peu plus loin. Puis nos fragments de charbon, les autres, sont quand même assez stables, donc un nombre assez constant depuis donc, tout au long du néoglaciaire, alors que sur le sommet adjacent, on a beaucoup de pins blancs, entre autres, avec nos érables, et on a des pics qui sont plus intenses de nombre de fragments de charbon. Et là, qu'est-ce qu'on s'est dit? On regarde ça et on se dit, bon, ben, c'est probablement dans les sommets d'érablière. Donc, ça, c'est des données assez récentes. Donc, interprétation, elle va être un peu, elle n'est pas tout à fait complète, là, il va falloir qu'on en discute. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on se dit peut-être? C'est que les sommets d'érablière, comme je l'ai dit, c'est des peuplements feuillus, entièrement feuillus, surtout dominés par les rames à sucre, avec un peu de bouleau jaune. Alors que dans les sommets adjacents, mais là, on le voit, on a beaucoup de pins en plus de nos érables. Et là, qu'est-ce qu'on dit, c'est que peut-être que, justement, le fait que ça soit dominé par l'érable, ben ça décourage vraiment les feux de forte intensité. Alors que dès qu'on a un peu de résineux, entre autres, sous forme de pain blanc, ben là, à ce moment-là, dès qu'il y a un feu qui est un peu plus intense, c'est assez pour déloger l'érable, de vraiment l'extirper du milieu. Et en bas de pente, on voit qu'il y a, donc, dans la matrice plus résineuse de basse altitude, bien là, on voit qu'il y a beaucoup de feu assez constamment, mais il y a aussi un pic de fréquence au début du néoglaciaire. Donc, le deuxième objectif de l'étude, ça va être d'ajouter le proxy d'ADN sédimentaire lacus. Donc, là, on revient dans les lacs pour essayer de compléter ce portrait. Donc là, on va, ça c'est, encore là, ça commence, c'est en début d'élaboration, mais on vise à faire 3 lacs. Donc, un lac qui va être à proximité d'une érablière à sucre, qui est un peu plus typique des érablières marginales. Un lac qui est à proximité d'une érablière d'extrême marginalité. Et un lac qui va être passé la limite des érablières à sucre. Et ça, il faut le dire, c'est aussi des lacs qui ont été échantillonnés au pollen, à l'exception de Bélanger, au Chironome aussi. Donc, on essaie d'avoir les portraits les plus complets qu'on peut
qu'on peut avoir. Et donc, pourquoi l'ADN sédimentaire? Qu'est-ce que ça va nous apporter en plus du pollen et des charbons de sol? Bien, ça vient nous mettre des données qui font un entre-deux en termes d'échelle spatiale. Donc, le pollen, on le sait, ça se propage loin, ça va s'accumuler dans les lacs et ça nous donne un signal qu'on peut dire qu'il est un peu plus régional. À l'opposé complètement, on a les charbons de sol où c'est extrêmement local. Donc, ça prend un arbre qui va avoir tombé, qui va avoir brûlé sur place pour trouver notre charbon qu'on va identifier et dater par la suite. Et l'ADN sédimentaire, ça vient couper ça en deux. Puisqu'on a une accumulation d'ADN qui se fait sur le bassin versant du lac. Donc, déjà, on n'est pas très régional, on est sur un bassin versant, mais ça va être un peu plus une échelle qui va être un peu moins fine que les charbons. Donc, ça va nous permettre d'éviter l'effort d'échantillonnage qui est vraiment grand pour les charbons de sol pour avoir des données qui ne sont pas fragmentaires. Et donc, là, pour l'instant, je suis à l'étape de sélection d'amorces pour aller cibler mes espèces. Donc, j'ai eu un peu de problème avec la sélection d'amorces pour les érables parce que dans leur ADN chloroplastique, c'est très difficile de trouver des fragments qui sont distincts et qui vont survivre, qui vont continuer à être distincts pour un ADN dégradé qu'on va trouver dans les sédiments. Donc là, pour l'instant, on est rendu à utiliser ce fragment intergénétique-là. Donc, lui, il nous permet d'avoir une spécificité qui va vraiment sélectionner une des deux espèces. Donc, on a une amorce qui va être spécifique à l'érable à sucre et on a une amorce qui va être spécifique à l'érable rose, parce que c'est les deux espèces principales qu'on va trouver dans ce point-là. Et en même temps, on s'est dit, bon, on échantillonne déjà, fait qu'on va essayer d'autres espèces. Et j'ai réussi à trouver une amorce dans les gènes BCL chloroplastique qui permet de résoudre 5 espèces d'arbres résineux, donc les deux épinettes qu'on trouve, la blanche et la noire, du pin blanc, du sapin. Donc, ça va nous permettre de trouver plusieurs autres espèces qui vont compléter nos connaissances de ces populations. Donc, c'est ça. Là, la première étape a été faite de sélectionner les amorces et de les tester. Ensuite, la prochaine étape pour la sélection d'amorces, ça va être de prendre une solution d'ADN qu'on va mettre plusieurs sources d'ADN dans un même échantillon qu'on va ensuite amplifier en utilisant nos amorces spécifiques. On va voir à quel point vraiment elles vont être spécifiques, juste pour valider notre sélection. Et ensuite, ben là, comme vous le voyez, on n'est pas encore rendu là, mais ensuite, ça va être l'échantillonnage des lacs avec, donc ça va être probablement 3 carottes sédimentaires par lac, avec encore un autre sous-échantillonnage par la suite. Et on va utiliser les 2 à 4. Donc là, pour l'instant, on a juste 2 sites d'amorce, mais si au besoin, on peut aller jusqu'à 4 sites d'amorce pour aller cibler les différentes espèces le plus possible et qu'on va ensuite séquencer pour voir qu'est-ce qu'on a. Et finalement, la dernière partie de l'étude, ça va être une intégration des données qu'on va avoir amassées jusque-là, plus intégrer les données palynologiques qui ont déjà été prélevées sur ces lacs-là. Et donc là, je vous disais que les données de charbon étaient fragmentaires, là, on peut le voir vraiment. Donc, on voit qu'avec le pollen, on a vraiment une belle suite, sauf ça ici. On a une belle suite, alors qu'avec les charbons, mais là, on a des sauts de 1000 ans où pour avoir une suite comme le pollen, il faudrait avoir vraiment un effort d'échantillonnage gigantesque, alors qu'avec l'ADN sédimentaire, mais là, on va pouvoir venir entre les deux. Et en fait, qu'apporte l'ADN sédimentaire, là, on en parlait un peu plus tôt, là, mais normalement, ça devrait compléter notre connaissance versus le pollen et les macrofossiles qu'on trouve sur le sol. Nous autres, ce qui nous intéresse vraiment, c'est surtout l'aspect plus spatial, mais aussi puisqu'on sélectionne pour nos espèces. Donc, c'est surtout pour ça qu'on va essayer. Donc voilà, merci beaucoup.